qu'est-ce qu'un concept? Eh bien, un concept se définit par deux choses selon la vieille tradition logique de la philosophie. Un concept se qualifie par sa compréhension et par son extension. Alors, sa compréhension, c'est globalement ce que ce concept veut dire, quel est son sens, quelle est sa définition. L'extension d'un concept désigne les choses auxquelles cette définition s'applique. Par exemple, l'extension du concept d'homme a donné lieu à bien des discussions. Après la conquête de l'Amérique, après les conquistadors, lorsque Bartolomeo de Las Casas avait suivi les conquistadors et était revenu pour défendre les Amérindiens, et lors de la conférence de Valladolid, réclamait que les Indiens et les Amérindiens soient regardés comme des hommes, bon, et bien voilà une question qui se pose sur l'extension du concept d'homme. Quant à sa définition, laissons-la de côté, elle relève de la philosophie et en réalité, elle donne lieu à une variation assez intéressante. Pendant très longtemps, on a défini l'homme comme un animal rationnel, mais je crois qu'on pourrait le définir aujourd'hui complètement autrement. Voilà, notamment à travers les philosophies existentialistes ou encore à travers d'autres philosophies, parce que finalement la question qu'est-ce que l'homme reste d'une certaine façon toujours perpétuellement ouverte. Enfin bon, voilà ce que c'est un concept. C'est une compréhension, donc une définition, l'homme est un animal rationnel par exemple, et une extension, c'est-à-dire quelles sont les choses auxquelles cette définition s'applique. Voilà. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est évidemment de se demander mais comment analyser un concept? Comment donc essayer de clarifier sa définition? Alors là, il y a deux voies possibles. Une voie d'abord comparative, c'est-à-dire qu'on va prendre un concept et essayer de le comparer avec le concept le plus approchant ou celui avec lequel on le confond toujours, donc pour essayer de travailler des différences, voilà, faire surgir par confrontation, par distinction progressive, quelles sont les propriétés de l'un par rapport à l'autre, etc. Ça, c'est la première voie. Et puis, il y a une deuxième voie qui n'est plus comparative, qui tente presque l'impossible, c'est-à-dire qui tente de saisir un concept en lui-même, qui tente de saisir, comme disent souvent les philosophes, la chose elle-même, la chose en elle-même, donc une analyse que nous pourrions nommer plus essentialiste que comparative, évidemment, parce que dès qu'on parle de saisir la chose en elle-même, évidemment, on pense immédiatement à la saisie d'une essence. Voilà, mais nous verrons ça dans un deuxième temps. Commençons par la première méthode qui consiste à faire une comparaison. Je me rappelle que dans un livre de Régis Debray récemment, qu'il avait intitulé « Civilisation », Régis Debray se lance dans une analyse conceptuelle de ce qu'est une civilisation. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Alors voilà un objet assez compliqué à définir, à circonscrire, et Régis Debray se demande si ce ne serait pas important et pertinent de commencer par faire une distinction assez nette entre la civilisation et la culture, puisque sous bon nombre de plumes, y compris chez certains grands philosophes, eh bien, on confond plus ou moins la culture et la civilisation, on emploie le mot l'un à la place de l'autre, et cela ne contribue pas évidemment à y voir clair. Alors je prends le livre de Régis Debray et je vais lire page 23 ce qu'il dit pour essayer de distinguer la culture de la civilisation, et vous allez voir que c'est assez rapide et assez pertinent. Voilà posée une première distinction absolument fondamentale, parce que ce rattachement de la culture à l'agriculture rattache bien évidemment la dimension culturelle aux conditions mêmes de la vie. L'agriculture, c'est d'abord la nourriture, c'est l'alimentation, et tout ce qui va avec. On pense immédiatement aussi, pourquoi pas, à l'agriculture concernant le vin, on pense au paysage, on pense aux campagnes, on pense aux fêtes villageoises, on pense à tout ce qui s'organise finalement autour de la préservation de ce qui constitue le cœur même de nos conditions d'existence et de subsistance, qui se trouvent prises en charge par des pratiques influencées bien évidemment par le climat, par la technique, par tout ce qu'on veut, mais en tous les cas qui ont plutôt rapport essentiellement à notre vie personnelle et à notre vie collective. Maintenant, du côté de la civilisation, pas de civilisation sans cité,
on pense immédiatement, évidemment, à l'organisation politique et juridique, et avec ce qui marche du coup à côté, c'est-à-dire aussi une armée. Là, il ne s'agit plus d'assurer seulement la vie biologique des individus, mais d'assurer aussi leur protection au regard de l'étranger, au regard de l'envahisseur possible, etc. Et donc cette armée, elle peut aussi partir en expansion et essayer de conquérir les pays d'à côté, les pays avoisinants, voire même des pays assez lointains. La question de la civilisation revient en réalité à imposer un ordre juridique et politique qui contribue évidemment à faire vivre la puissance du pays conquérant. Donc on est bien ici dans une recherche de puissance plus que dans une recherche de subsistance personnelle, etc. Donc on voit bien à travers cette simple distinction conceptuelle le discours et le propos que l'on peut travailler autour de la notion de la culture comme autour de la notion de la civilisation et comment on peut contribuer ou travailler aussi par un travail de différence permanente, se dessiner l'une par l'autre et l'une par confrontation à l'autre en les opposant, comme je viens de le faire, en opposant les données de la vie ordinaire des individus qui vivent dans une culture et qui ont besoin de se nourrir, etc. Et puis la vie d'une cité qui, elle, évidemment, ne vit pas de biologie. Une cité n'a pas besoin de manger, une cité, elle a besoin d'affirmer sa puissance, et puis c'est essentiellement tout ce qu'elle a besoin de faire pour pouvoir assurer sa propre pérennité et ne pas disparaître. Donc on voit bien là comment se jouent les différences. Deuxième temps de cette présentation de l'analyse des concepts, l'analyse dite essentialiste. Nous allons essayer de saisir une chose par elle-même, en elle-même, sans la comparer avec d'autres choses, mais vraiment en essayant de simplement en réfléchissant, de circonscrire ce qu'elle pourrait être et d'en arriver à une définition. Alors je vous propose de prendre quelque chose d'extrêmement simple et de connu, qui ne va donc pas révolutionner quoi que ce soit, mais qui va montrer les étapes et les points importants. Prenons le concept de divertissement et prenons-le tel que Pascal nous le propose. Parce qu'en réalité, Pascal ne va pas s'amuser à comparer le divertissement à autre chose. D'ailleurs, on va voir très bien à quoi le divertissement pourrait être comparé. Oui, ce n'est pas comme pour la culture et la civilisation. Là, nous avons un objet massif qui renvoie à un certain nombre d'activités sans doute récurrentes dans notre vie, qui peuvent prendre des modalités absolument différentes, mais qui renvoient à peu près toutes à la même chose, au même cœur, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que le divertissement ? Eh bien, Pascal commence évidemment tout de suite par comprendre que nous nous divertissons pour essayer de tromper notre misère, pour essayer d'oublier notre misère. Donc, première approche du divertissement, le divertissement est l'activité par laquelle nous essayons d'oublier notre misère. Seulement, si nous approfondissons un peu cette première définition et cette première analyse, eh bien, nous comprenons assez rapidement que nous devons cerner les raisons qui nous rendent malheureux, les raisons qui nous poussent à nous divertir, en d'autres termes, parce que si nous devons oublier notre misère, il nous faudrait comprendre pourquoi nous sommes d'abord misérables. Or, Pascal va assez vite comprendre qu'en réalité, nous sommes misérables parce que nous savons et nous pressentons et nous anticipons que nous allons mourir et que nous allons disparaître et que notre existence en réalité est extrêmement fragile, extrêmement volatile, qu'elle ne nous appartient pas, qu'elle peut s'arrêter d'un instant à l'autre, et que c'est évidemment cette présence permanente de la mort, ce que Heidegger pourrait appeler l'être pour la mort de l'homme qui nous travaille, dont nous sentons continuellement le souffle sur nos épaules, et cette espèce de tragédie qu'est l'existence humaine, eh bien voilà notre misère, voilà ce que nous essayons d'oublier. Sauf que, et voilà où l'analyse va s'approfondir, sauf que cet oubli de cette misère, de la condition misérable de l'homme, eh bien nous détourne en réalité de préparer cette mort, nous détourne du cœur de notre existence. Ce n'est pas parce que nous sommes misérables que nous ne pouvons rien faire, bien au contraire, nous devrions essayer de regarder notre condition humaine en face plutôt que de chercher à l'oublier et à nous en divertir. Ce pourquoi le divertissement, en réalité, est bien plutôt
ce qui nous empêche, ce qui nous éloigne de la considération de notre existence et de notre misère, alors qu'en réalité, nous serions bien inspirés de la regarder, de l'affronter, d'essayer de la comprendre et non pas d'essayer de la fuir. Voilà pourquoi Pascal finira en disant « Finalement, le divertissement essaie de nous faire oublier notre misère, mais il est fondamentalement la plus grande de nos misères. » Parce que celui qui ne regarde pas sa misère et celui qui cherche à la fuir, eh bien évidemment ne lui cherchera pas de solution. Et cette misère qu'il ne cherche pas à solutionner, dont il n'essaie de sortir que par le divertissement, mais non pas par quelque chose qui, concrètement, pourrait assurer son existence de toute autre façon, bref, celui qui ne revient pas vers Dieu, en d'autres termes, eh bien celui-là est enfermé dans sa misère, et c'est bien le divertissement qui l'enferme dans sa propre misère, et non pas qui l'en libère. Voilà pourquoi, si nous voulons nous libérer de notre misère, il ne faut pas se laisser glisser dans le divertissement, mais bien au contraire, essayer de regarder la misère de notre existence et essayer de voir comment cette misère pourrait être sauvée. Voilà l'analyse du concept de divertissement selon Pascal. Donc l'essence du divertissement, c'est d'être en réalité la plus grande de nos misères. C'est évidemment un paradoxe, mais nous savons, pour l'avoir déjà croisé, que le paradoxe est au cœur de la pensée pascalienne et sans doute au cœur de la philosophie.